merci d'abord de votre invitation. Vous connaissez au fait l'origine du mot sans-voix, de l'expression des sans-voix? L'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'est en 54-55, au moment où il lance une revue, il appelle sa revue la voix des hommes et des femmes sans voix. C'est la reprise de cette expression-là. Donc merci de votre invitation à participer à vos travaux au moment du lancement de ce forum. Je trouve que vous compliquez la vie finalement en demandant de parler de pauvreté, parce qu'on voit les débats de ce matin, un peu de cet après-midi, on voit que c'est quand même pas très simple. Et si en plus vous compliquez la vie, tout à l'heure, j'aimais beaucoup la question de Mme Roussel qui disait mais finalement dans vos comités de citoyens, combien de personnes en difficulté, combien de populations en situation de pauvreté? On voit bien que ça rajoute une variable complémentaire, une variable supplémentaire, et que c'est sûrement un peu compliqué. La deuxième précaution, d'une certaine manière, c'est qu'en même temps, vous avez sûrement raison de vouloir intégrer cette réflexion sur la pauvreté dans la question de la santé, puisque quand on regarde un peu ce que vous avez commencé à faire ce matin sur la longue histoire, on se rend compte qu'on est à une période dans laquelle, après un grand moment, dans lequel d'un côté la santé, la pauvreté, après avoir été complètement intégrées, se sont éclatées chacun de leur côté. Je pense en particulier à la rupture qu'a représentée les lois de 70 et de 75, en disant l'hospitalière de 70 qui dit mais finalement vous avez 5 ans pour vous débarrasser du social, et la loi de 75 qui effectivement recadre le médico-social comme l'évoquait ce matin Denis Piveteau. Donc je crois qu'effectivement, on a besoin de ce rapprochement-là. On a d'autant plus besoin de ce rapprochement actuel qu'il est esquissé dans plein d'endroits. Je faisais le compte au moment où on était en train de préparer le volet santé du plan pluriannuel pauvreté. Il y avait eu un rapport sur les questions de relations entre santé et pauvreté pratiquement tous les 18 mois depuis le rapport Révol des années 75-76 en passant par le rapport Wresinski et l'autre. Donc on est sur un secteur dans lequel les rapprochements, il faut bien les travailler d'une manière ou d'une autre. Alors, quand on a dit ça, un, vous compliquez la vie, et deux, il faut quand même le faire. Trois remarques pour faire simple et pour intégrer en quelque sorte votre feuille de route, que vous pourrez éventuellement intégrer dans votre feuille de route. La première remarque, c'est quand on parle de sans-voix, de qui on parle. Il me semble qu'il faut s'en dire un mot parce que les choses ne sont pas claires et on voit que dans la mise en œuvre des politiques, que ce soit des politiques de participation ou les autres, en réalité, on dit des choses assez différenciées. La deuxième remarque, c'est finalement où est-ce qu'il faut aller regarder quand du côté du social, on veut s'interroger, on veut s'intéresser sur les questions de participation. On voit bien qu'il y a des endroits où il faut aller regarder. Puis la troisième remarque, c'est quand on a défini de qui on parle et quand on a essayé de mieux savoir à quel endroit regarder, peut-être à ce moment-là qu'il faut s'interroger sur quelles leçons on tire de toutes ces affaires-là, qu'est-ce qu'on tire dans le secteur. Alors, première remarque, de qui on parle? Dans le cadre donc, de l'institution, je suis sur deux institutions, vous avez évoqué mon côté HESP dans votre rubrique People, mais en réalité, l'essentiel de la réflexion et des informations, je le tire là d'un autre ancrage qui est celui de l'ONPES, l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, dont je suis membre depuis sa création par la loi de 98. Et quand on s'appuie sur nos travaux, sur ces travaux-là, on se rend compte qu'en matière de pauvreté, on peut évoquer des choses très très différentes. Pour faire simple, on a fait le choix à l'Observatoire de parler de seuil de pauvreté et de se dire on a besoin de fixer un seuil de pauvreté. On l'a donc fait et on l'a fixé, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas l'objet de cet échange-là, on l'a fixé à 60% du revenu médian, en gros, à l'heure actuelle, pour une personne seule, c'est 1 000 euros. Quand on prend cette population-là, quand on regarde les gens qui sont en dessous de ce seuil-là, le volume dans la population française, c'est 8,5 millions de personnes. Ces 8,5 millions, c'est un peu plus de 14% de la population. Si
ce qui se passe dans un certain nombre de collectivités ou dans un certain nombre d'associations, on se dit, c'est pas la population qui nous intéresse, c'est la population la plus pauvre des plus pauvres, c'est la population la plus en difficulté, les gens à la rue. Les enquêtes qu'on a lancées avec l'INSEE, on est autour de 150 000 personnes à la rue. 150 000 personnes à la rue, dont on sait qu'une partie est en situation de troubles psychiatriques lourds. Bon. Mais on voit bien qu'on est sur des populations qui sont complètement différentes. Quand vous allez réfléchir, quand vous allez intégrer la question de quels sont les gens auxquels on s'intéresse, comment on regarde, comment on fait fonctionner nos instances de participation et lorsque l'on veut y intégrer des populations pauvres, quelles sont les populations? Est-ce qu'on prend effectivement l'ensemble de la population pauvre, 8,5 millions, ou est-ce qu'on prend une population qui est beaucoup plus repérable, qui est beaucoup plus connue, sur lequel beaucoup d'institutions et d'associations travaillent et sur lequel effectivement on est autour de 250 000 personnes. Donc là, il y a un vrai choix à faire. Et on peut voir que suivant les politiques, suivant les périodes, on a tantôt mis l'accent sur ces populations les plus fragiles, les plus compliquées, ou au contraire sur les populations les plus larges. Et là, vous aurez des choix à faire, il y a des choix à faire. Et si on va même un peu plus loin, on va sortir à l'ONPES un rapport d'ici 3 ou 4 mois, on en sort un tous les 18 mois à peu près, là aussi. Le prochain rapport qu'on va sortir porte sur la question de l'invisibilité, c'est-à-dire des gens qui ont l'impression qu'ils sont à la fois pauvres et qu'on ne s'occupe pas d'eux, qui sont complètement délaissés des politiques, des mesures et des dispositifs. Et là, on se rend compte que notre seuil de pauvreté, finalement, il n'est pas si bon que ça, il est trop imparfait, et que vraisemblablement, on est bien au-dessus, c'est-à-dire qu'on touche vraisemblablement quelque chose autour de 20% de la population qui se trouve impactée. Donc on voit bien que suivant le regard que l'on prend, suivant les choix que l'on fait, suivant les choix que vous ferez, vous aurez en quelque sorte des façons différentes. C'est pas la même chose de se retrouver avec des personnes qui étaient jusqu'alors qui vivaient à la rue ou avec des personnes qui sont à 1 000 euros de revenus mensuels et que lorsqu'ils ont à dire n'est pas la même. Si on appliquait ces critères-là, ça veut dire que à Angers, il aurait dû y avoir 20% de gens dont les niveaux, en quelque sorte, de revenus soient inférieurs au seuil de pauvreté, si vous voulez construire de la représentativité qui intègre la pauvreté. Deuxième remarque, au-delà de ça, si on veut aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut tirer du secteur social? Est-ce que le secteur social vous dit des choses ou peut vous dire des choses, ou est-ce qu'il y a des choses à aller regarder? Il me semble que oui. Et il me semble qu'elles sont finalement, que les expériences telles que celles que vous avez présentées là, elles sont beaucoup plus nombreuses, elles sont nombreuses, et elles sont sûrement riches d'enseignements. Alors si j'en prends quelques-unes comme ça qui ont pu me frapper au cours de nos différents travaux, je vous conseillerais d'abord d'aller regarder ce qui se passe du côté du CNLE, du Conseil national de lutte contre l'exclusion. Vous vous rappelez que la loi de lutte contre l'exclusion de 98, elle dit il faut un observatoire parce qu'on ne sait pas bien combien il y a de pauvres en France. Puis à l'époque, on disait il y a davantage de statisticiens pour compter les vaches que pour compter les personnes pauvres. Donc on a un problème statistique, il faut le changer. Donc on met en place différents outils. Et puis de l'autre côté, on dit mais il faut avoir des instances qui conseillent en quelque sorte les politiques. Et donc on invente le CNLE, le gouvernement de l'époque invente le CNLE et assez rapidement met en place, donc il y a une série de collèges, les entrepreneurs, tout ce que vous voudrez. Et puis au bout d'un moment, on se dit mais les personnes en situation de pauvreté ne sont pas dans le CNLE. Et donc on va intégrer. Et on met en place, le CNLE met en place ce qu'il a appelé un 8e collège, qui vient de faire l'objet, d'une évaluation qui est assez bien faite, et par ailleurs qui vient de faire l'objet d'un décret, qui a fait l'objet d'un décret en décembre 2013, qui reconduit ce dispositif d'intégration de personnes en difficulté à l'intérieur de cette instance-là. Et je trouve que là, on a là un exemple intéressant, et on reviendra sur ce qu'on peut en tirer, mais il me semble qu'on a un exemple intéressant, en tout cas qu'il faut regarder, de participation de personnes en difficulté à de la construction ou à de la réflexion. Le CNLE produit un certain nombre de choses. 2 exemples de travaux, moi, qui m'ont intéressé dans le cadre du CNLE et qui ont été des travaux très conflictuels. Le CNLE est
peut être parfois conflictuelle. Je pense, vous vous souvenez au débat qu'il y a eu en France sur l'assistance aux pauvres, qu'on n'appelait pas l'assistance, mais qu'on appelait l'assistanat, de façon péjorative. Et le CNLE est intervenu de façon un peu musclée sur cette question-là, en se disant non, l'assistance, les lois d'assistance sont des lois importantes qui permettent à des gens d'assurer en quelque sorte une partie de leur vie. De la même manière, je trouve que dans des périodes très récentes, le CNLE, et en particulier porté par les populations les plus en difficulté, a fortement insisté sur la question de la pauvreté des enfants. Ce n'est pas un thème français, la pauvreté des enfants. C'est un thème qu'on trouve dans d'autres pays, mais les Français, on a un peu de mal à penser à ça, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'enfants pauvres. On a au contraire une partie d'enfants pauvres importante, mais c'est un thème que politiquement, on n'inscrit pas sur nos agendas. Et on a vu le CNLE réintervenir là-dessus et dire des choses assez fortes. Alors, on en a retrouvé des morceaux dans quelques points de législation, sans doute de façon insuffisante, c'est un des problèmes de la participation, mais on a manifestement là des avancées qui sont faites. Ce matin, Denis Piveteau évoquait la question des conseils dans les établissements sociaux, médico-sociaux, qui sont issus de la loi de 2002. Là aussi, il avait raison, il faut les regarder, mais à mon avis, je séparerais nettement ce qui se passe du côté des EHPAD et des maisons de personnes handicapées de ce qui se passe du côté des CHRS. Et c'est surtout du côté des CHRS que j'irai voir ce qui se passe, pour une raison très simple, c'est que dans un EHPAD, on y est pour 3 ans et 3-4 ans à la durée moyenne, on est jusqu'à la fin de sa vie. Dans un CHRS, on y passe quelques mois. Et donc, la question de la participation en CHRS est complètement différente. Par ailleurs, on a dans les CHRS des gens qui sont plutôt des adultes, qui sont loin d'être en fin de vie. Et là, on a des lieux dans lesquels on est beaucoup plus conflictuel, on est beaucoup plus dur, les relations de participation sont beaucoup plus tendues. Et je trouve que c'est là que c'est intéressant de les analyser. Si vous devez encore analyser d'autres choses, allez voir du côté d'une expérience que je trouve assez passionnante, qui est le conseil consultatif des personnes accueillies, et qui est géré par la DIAL, la délégation interministérielle à l'habitat et à l'accès au logement, à la suite d'ALLO et d'autres mesures comme ça. Et là, on a une structure tout à fait passionnante qui regroupe 50 à 80 personnes, 6 réunions par an, 2 tiers de personnes accueillies, 1 tiers d'intervenants sociaux, un budget, des délégués élus, une vraie pratique en quelque sorte démocratique, y compris avec des règles, ce que n'a pas le CNLE. Et ça, c'est un problème. Quelqu'un l'évoquait tout à l'heure dans les questions. Le CNLE a eu du mal jusqu'alors à renouveler. C'est un peu, en quelque sorte, on avait des représentants qui étaient presque des professionnels, qui étaient devenus des professionnels de la représentation. Et ça, on voit bien que dans un certain nombre d'instances, c'est un vrai problème. Là, je trouve que le Conseil consultatif a inventé, en quelque sorte, des formes intéressantes de gestion de la démocratie, de telle façon qu'on n'ait pas une démocratie qui soit confisquée par les mêmes qui reviennent tout le temps, qui s'en vont, qui reviennent et qu'on revoit. Toujours dans des remarques comme ça, moi j'ai eu l'expérience de la préparation du volet santé du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté. Et je me souviens, je ne sais pas s'il y en a parmi la salle du fonds CMU, je me souviens de bagarres un peu tendues entre un directeur à l'époque du fonds CMU qui expliquait qu'effectivement tout était très bien, que ça fonctionnait parfaitement bien, qu'on avait fait des avancées, et puis le gars du 8e collège qui était là, puis qui, les uns après les autres, amenait des arguments pour montrer que non, ça ne marchait pas comme ça. Je crois que là, on a effectivement des gens qui, de temps en temps, savent casser les codes, savent fonctionner différemment, et qu'à partir de là, on peut avancer. Si je devais terminer sur les deux, trois derniers exemples, regardez, me semble-t-il, avec intérêt ce qui se passe du côté des PRAPS, c'est-à-dire des plans régionaux. Je trouve que de temps en temps, il y a une vie associative relativement forte, il y a des tas d'expériences qui se font, de rapports entre santé et pauvreté qui sont intéressants.
Me semble-t-il, on devrait regarder avec beaucoup d'intérêt les expériences conduites en ce moment par ATD sur la création de mutuelles. On sait bien que les paniers de soins des mutuelles, c'est pas forcément, quand on n'a pas beaucoup de ressources, c'est pas forcément quelque chose d'idéal. Et ATD, avec une partie à la fois de ses militants et puis des populations pauvres plutôt sur l'est de la France, a construit une espèce d'alliance avec un groupe de mutuelles pour proposer une complémentaire santé. 80 000 personnes à l'heure actuelle, par mois, c'est entre 9 et 20 euros. Donc et là, avec une gestion de la mutuelle, ça sera une expérience analysée, une gestion de la mutuelle dans laquelle on a à la fois des assureurs, des mutualistes, et puis à la fois des personnes en situation de pauvreté. Je trouve que là, il y a une expérience qui est intéressante. Elle va être d'autant plus intéressante qu'en ce moment, ils ont décidé de se saisir du sujet des inhumations des personnes pauvres. En particulier, vous avez quelques-uns d'entre vous, très peu, sont à port de l'âge de la retraite. Vous allez voir dans vos boîtes, dans vos mails, vous allez avoir sans arrêt des pubs sur est-ce que vous avez prévu vos obsèques, on va s'intéresser beaucoup à vos obsèques. Et là, les gens de ce groupe-là travaillent en ce moment sur, finalement, c'est quoi des obsèques dignes et comment est-ce que ça peut se financer. Or, on voit bien que ça se finance mal, on voit bien que c'est compliqué. Et là, je trouve qu'il y a des expériences qui sont intéressantes. Alors, en conclusion, quels enseignements est-ce qu'on tire? Quels enseignements est-ce qu'on peut tirer de ces affaires-là? Il me semble qu'il faut tirer des enseignements sur le plan des méthodes. Sur le plan des méthodes, on voit bien qu'on a deux grands modèles, finalement, de participation. On a un modèle d'instance pérenne, type CNLE, mais dont on sait la difficulté de renouvellement, dont on sait la difficulté de gestion des renouvellements de manière un peu transparente. Voit qu'on peut y arriver, mais ça. Ou on a un autre modèle qui est plus proche de celui du Forum citoyen de tout à l'heure, que sont des groupes ad hoc qui en gros généralisent un peu le modèle irlandais de ce que les Irlandais avaient appelé à un moment donné le poverty proofing, c'est-à-dire on fait quelque chose, mettons-le en discussion, à l'épreuve en quelque sorte des personnes en situation de pauvreté et voyons ce que ça donne. Et voyons ce qu'ils nous disent, voyons comment on peut le faire bouger, voyons comment on peut l'améliorer. Toujours sur le plan des méthodes, du côté des populations, quand on développe des actions avec les populations pauvres, ce qui est important toujours, c'est l'existence de médiateurs, c'est l'existence de formations, c'est l'acceptation de formes de travail nouvelles. Vous avez évoqué plusieurs fois ces questions-là. Je crois qu'effectivement, la participation fait casser les codes traditionnels de fonctionnement et que ça, il faut les regarder de près. Il faut aussi accepter le changement de regard. Reconnaître que des personnes qui ne sont pas passées par le HESP peuvent avoir des compétences très fortes sur ce que doit être une passe dans un hôpital. Je crois que ça, c'est important et que manifestement, il faut accepter ça. On n'est pas toujours prêt à l'accepter, mais il faut accepter ça. Quels enjeux de ces affaires-là, quels enjeux de cette participation des populations pauvres à ces dispositifs dans le secteur de la santé? Il me semble qu'il y en a 4. Il y a un premier enjeu, mais je ne les développerai pas, mais je vous les indique. Un premier enjeu qui est celui de la lutte contre les facteurs de renoncement aux soins. On sait très bien que c'est difficile d'arbitrer quand on a un reste à vivre de 250 € par mois. C'est pas le soin qui arrive en premier. On arbitre sur autre chose. Deuxième enjeu, c'est celui des populations spécifiques. Et je pense en particulier aux déboutés du droit d'asile, je pense aux gens du voyage, 600 000 personnes dont les techniques de soins, dont les pratiques de soins sont assez différentes. Et il y a quelques expériences, y compris hospitalières, intéressantes de participation. Comment est-ce qu'il faut que le parking soit installé pour que vous puissiez amener votre caravane? Parce que si vous n'avez pas votre caravane, vous n'irez pas à l'hôpital. Donc là, il y a des choses intéressantes. Médecins du Monde a beaucoup avancé sur certains points. Troisième enjeu, me semble-t-il, la lutte, les populations pauvres. À chaque fois qu'on fait des groupes, ou à chaque fois qu'il y a des groupes de parole, on voit revenir les critiques très fortes sur le caractère très contre-productif des discours préventifs. Comment
4 ou 5 fruits et légumes par jour. Et vous blaguez, on a 300 € par mois. Donc, ce n'est pas les 4 fruits et légumes qu'on va par jour qu'on va pouvoir faire. Et il me semble, et je terminerai là-dessus, que la participation des personnes pauvres peut probablement aider à construire un système de soins, et en particulier un système hospitalier qui soit davantage plus accueillant aux personnes pauvres, qui soit sans doute, je dirais, reprendre une expression que les gens de la lutte contre le sida connaissent bien, poor friendly. Il me semble qu'il faut qu'on invente des institutions qui soient poor friendly et que les personnes en situation de pauvreté, quand elles interviennent, sont capables de dire des choses. Après, est-ce qu'on est capable de l'entendre? Est-ce qu'on l'entend? Des fois oui, des fois non, et ça c'est une des grandes difficultés. Je trouve que par rapport au débat sur les bisounours qu'on avait, il me semble qu'on avance dans ces groupes-là sur des petites choses, mais qui sont importantes pour la vie des gens. Et puis que de temps en temps, dans le secteur, il y a une explosion et qu'on avance autrement. Dans le matière de logement, les travaux sur la forme de participation dans l'instance que j'évoquais fait avancer sur des petites choses. En même temps, ça n'a pas fait la loi Dallot. Ce qui a fait la loi Dallot, c'était les tentes des enfants de Don Quichotte sur les bords du canal, et qu'il faut probablement accepter qu'on gère à la fois des moments de tension très forts et des moments de crise, mais aussi des moments plus apaisés où on peut faire avancer les choses. Merci de votre écoute. Merci beaucoup.